Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur YouTube, sur Facebook et sur TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours sur YouTube. La chaîne c'est DMG TV. Et on a une deuxième chaîne YouTube où on poste tous les 15 heures une histoire exclusive. La chaîne c'est DMG TV, histoire mystique exclusive. Donc n'oubliez pas de vous abonner aussi de ce côté-là. Après la diffusion de 12 heures en direct, il y a aussi une autre diffusion à 14 heures sur la deuxième chaîne. DMG TV, histoire mystique exclusive. Donc, allez faire un tour là-bas aussi. Voilà. Les directs sont sur TikTok le mercredi et les vendredis à 20h00 heure du Cameroun. Donc, ceux qui veulent monter en direct, nous raconter leur histoire, c'est sur TikTok. Et ceux qui veulent envoyer leur histoire, ceux qui n'ont pas le courage, trop de courage ou bien n'ont pas un compte TikTok, envoyez vos histoires sur WhatsApp, plus 237 655 81 90 17. Et on va jouer ici sur Facebook et sur YouTube et sur TikTok. Voilà, donc écoutons la première histoire. S'il vous plaît, avant d'écouter la première histoire, laissez un like, commentez, partagez, c'est très important. Première histoire. Bonjour DMG, bonjour à toute la communauté DMG. Ok, avant toute chose, je nous invite à liker, commenter et partager afin d'agrandir la communauté. Parce que c'est à travers ces histoires à travers des histoires de DMG, beaucoup sont sauvés, vraiment beaucoup. Et beaucoup prennent des précautions. Une comme moi, je suis devenue parano. Je suis devenue très parano. Et je suis les histoires de DMG depuis 2022. Oui, 2022. Je suis devenue tellement parano. Donc, pardon, je nous invite à toujours liker, partager et commenter. Afin que d'autres personnes soient informées, soient informées sur ce qui se passe dans la vie réelle et spirituelle. Ok, je vais rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, je vais raconter l'histoire d'un ami, je dirais d'un voisin. C'est pas un ami, c'est un voisin. Il nous a raconté l'histoire avant-hier. Pendant qu'on était en train de veiller chez une voisine du quartier, vu qu'il y avait coupure. Bon, je suis à Libreville. On a des problèmes d'électricité depuis un moment là. Donc, on était en train de veiller chez la voisine qui a une boutique où elle vend des boissons et tout. Donc, du coup, certaines personnes du quartier se retrouvent souvent chez elle pour perdre un peu du temps lorsqu'elle est coupée pour attendre que le courant arrive. Là, comment le voisin nous raconte, il dit qu'il a vécu quelque chose en 2000, au début du corona, lorsqu'il y avait les confinements et tout ça. Donc, il était sorti prendre un pot avec des amis, non loin du quartier. Pas très loin du quartier, mais ça nécessitait quand même de prendre un taxi. Il était quelque part dans les environs. Donc, voilà. Ils boivent dans le vin, 18h arrive, ils ne se rendent pas compte. Et à 18h maintenant, chacun prend sa route. Donc, lui, il se met à marcher, vu que le quartier n'était pas très loin. Il se met à marcher, il marche dans le quartier, il marche, arrivé à un niveau. Parce que le quartier dans lequel nous vivons, ou alors la commune, est beaucoup plus construite en cité. En cité. Voilà, donc, quand il arrive, il était sur la voie principale, donc lui se précipitait pour éviter que les policiers aussi l'interpellent. Parce que quand c'est l'heure du couvre-feu, les policiers étaient dehors pour mettre la pression aux gens de rentrer chez eux et tout ça. Du coup, à la sortie d'une cité, il y a une fille il croise une fille à la sortie, à la ruelle d'une cité là. La fille sortait d'une cité, donc ils se croisent à la voie principale. Elle vient, elle salue le gars. Bonsoir mon frère. Bonsoir. C'est comment? Ça va? Il dit oui, ça va. Et vous?
Elle dit non, moi ça ne va pas. Là, je sors de. Là, je suis allée voir mon gars. Je suis allée voir mon copain et j'ai trouvé ce dernier avec une fille en train de me tromper. Donc là où je suis là, moi aussi je cherche à faire la même chose. Je cherche à le tromper parce que je veux pas supporter ça. Il faut que je rende et tout. Ah, comment le voisin, le gars, mon voisin lui dit non, mais dans ce cas, faut pas. Toi, tu es une femme. Il serait mieux de préserver ta dignité. Tu trouves pas mieux de laisser tomber? Est-ce que c'est nécessaire de le tromper aussi en retour et tout? Elle dit non. Bon, en temps, pendant qu'il parlait, il était en train de marcher. Il n'était pas debout. Il cheminait. Et derrière eux, il y a une voiture qui venait. Et dans la voiture, il y avait deux personnes dans la voiture. Et la voiture roulait doucement. Au point où ça ne les a même pas traversés. Ça roulait vraiment doucement derrière eux. Donc, elle est en train de parler, continue à parler avec le gars. Ils sont sur le même sujet Ils sont sur le même sujet. Le gars, après, dit, oh non, mais est-ce que moi, je ne t'intéresse pas et tout, les trucs comme ça. Le gars dit, ah, mais tu es une belle femme. Tu es une très belle femme et tout. Mais c'est comme je te dis là. Maintenant, si tu vois que c'est vraiment, tu tiens vraiment à le faire, ok, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci si tu tiens vraiment à le faire. Ah, comment les deux cheminent. Arrivé à l'entrée du quartier, de notre quartier, parce que c'est mon voisin. En fait, on est dans le quartier depuis des années aussi. Arrivé dans arrivé dans le quartier, il ne prend pas la voie principale pour aller à la maison. Il prend un raccourci. La voiture, un temps, la voiture est toujours derrière. Quand il prend le raccourci, à quelques mètres, la fille lui dit, tu sais, moi, j'aime les gars qui sont bien en forme en bas là-bas. J'aime les gars qui sont vraiment bien là-bas en bas, vraiment. Est-ce que tu es vraiment en forme? Le gars dit, oh, je suis en forme, maman. Puis c'est le côté là même, je suis très en forme. Et le gars nous dit que, en temps, pendant qu'ils étaient en train de parler, lui, il était déjà, il avait déjà, il était déjà en érection. Parce que la fille était en train en fait, de le toucher pendant qu'ils étaient en train de marcher à la main et tout comme ça. Donc, il dit que lui, il était déjà en érection. Comme les hommes sont toujours comme ils sont là. Bref, il dit qu'il était déjà en érection. Voilà. Un moment, elle dit après, elle dit au gars que est-ce que je peux toucher pour vérifier si c'est vraiment comme j'aime là. Le gars dit non, il n'y a pas de problème. Elle touche. Et il dit que dès qu'elle a touché, il a ressenti un froid directement. Mais après, il a demandé à la fille, mais c'est bon, non, tu as touché, ça va, c'est comme tu aimes. Et la fille dit, non, oui, oui, c'est vraiment, oui, c'est comme j'aime là et tout. Dès qu'elle a répondu comme ça, elle s'est retournée. Elle dit, bon, moi, je pars, au revoir et tout. Elle est partie en courant, elle est montée dans la voiture qui était derrière elle. La voiture a démarré. Quand elle a même réagi comme ça, aussitôt, il a touché son truc. Oh, mais qu'est-ce qui se passe et tout? Il se rend compte que le truc est en train de devenir petit. Il touche, il regarde. Il se met à suivre la voiture qui a démarré. Il court derrière la voiture. Après, il se rend compte que mais je vais courir derrière une voiture. Et en plus, il n'y a même pas la circulation, il n'y a pas les gens en route, il n'y a rien. On me prend même pour un fou ici. Donc, il s'est arrêté. Voilà comment il appelle son frère. Parce que lorsqu'il rentrait, il partait retrouver son frère qui était quelque part dans le quartier même, en train de consommer aussi avec ses amis. Donc, quand il rentrait là, c'était pour retrouver son frère. Lorsqu'il arrive, après, il s'arrête de poursuivre le taxi, la voiture en question, il appelle son frère pour dire, ah, papa, là où je suis en ce moment, là, je suis dans la mer. Le gars dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, ah, on vient de me voler mon sexe. Il dit, oh, mais comment ça? Tu es à quel niveau? Viens. Alors, comment ils se sont retrouvés? Il est parti retrouver son frère là-bas, là, au bar du quartier. Il est allé retrouver son frère au bar du quartier. Ils sont directement allés à la maison. Son frère a commencé à prier. Il a dit, déshabille-toi. Il a commencé à prier. Il se met à prier. Donc, lui-même, il était là. Il regardait seulement son frère. Ah, il n'a qu'à prier. Lui-même, il était là. Après un moment, il a pris son téléphone. Il a appelé
Comme il nous dit, il dit que lui aussi, il a son côté. Il a ses pères spirituels, il a aussi son côté protection et tout ça. Là, comment il a appelé un de ses pères spirituels. Il a expliqué que voilà ce qui vient de l'arrivée à peine là. Et tout, il a expliqué la situation. Son père spirituel a dit, ok, comme c'est comme ça, va juste à la boutique. Ou bien si tu as les œufs à la maison, prends un œuf, tu casses, tu bois. Fais ça de suite, n'attends pas. Là, comment son ami invite à aller acheter les œufs chez le boutiquier à côté. Il a cassé l'œuf, il a bu. Dès qu'il a bu, ça n'a même pas fait 30 secondes, son sexe est revenu en place. Son sexe est revenu en place. Et son père spirituel a dit, si tu ne faisais pas ça aussitôt, c'est bien comme tu as eu la présence d'esprit de m'appeler avant. Parce que si tu ne faisais pas ça aussitôt, eux, ils devaient arriver à la destination de là-bas, ils devaient être en possession totale de ton sexe. Mais c'est que, comme tu as appelé, c'est qu'ils ne sont pas encore arrivés à leur lieu de pratique et tout ça là. À leur lieu de pratique et tout ça là, voilà pourquoi tu as pu récupérer ton sexe. Et tout. Donc, ce que le gars m'a encore dit que, ah, comment Dieu l'a aidé ce jour-là, il a récupéré son sexe. Donc, si disait, bien sûr, son ami disait que non, allons à l'hôpital, on va faire d'abord, allons-y d'abord à l'hôpital. En fait, s'il s'attardait à dire qu'il parte à l'hôpital ou je sais pas trop, ça devait être compliqué. Et puis, voilà comment il devait perdre il devait perdre ça comme ça pour toujours. Donc, voilà un peu la petite histoire qu'il nous a racontée ce jour-là, ce qui était arrivé en 2020. Je sais, c'est un phénomène qui se passe en Afrique, ici, généralement. Ça se passe dans beaucoup de pays. Donc, quand quelque chose arrive à mes frères qui sont ici, là, dans la communauté, quand quelque chose arrive comme ça à quelqu'un, voilà, moi, j'ai appris qu'il faut casser l'œuf, tu bois. Oh. Je ne sais pas si ça fonctionne pour tout le monde. Mais si ça arrive à quelqu'un ici, là, même nous, même les femmes, ou ceux qui connaissent les gens, si tu connais quelqu'un qui est face à ce genre de truc, tu dis-lui d'abord de casser l'œuf. Et boire, on ne sait jamais, ça peut aider. Ça peut aider. Donc, c'est un peu ce que je voulais raconter. Merci encore à tous. Merci DMG. Likez, commentez, partagez. À très bientôt pour une nouvelle histoire. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la deuxième histoire. Bonjour DMGTV, bonjour à la famille DMGTV. Plus de bénédictions sur nous tous, la famille. Partageons, likons et puis commentons. La famille, je viens ici vous raconter une histoire racontée par un chirurgien cardiaque. Alors, ce chirurgien-là, c'est Dr. Lloyd Rudy. Dr. Lloyd Rudy, qu'est-ce qu'il raconte? Un jour, ils sont en salle d'opération. Il était en train de changer une des valves tricuspide d'un patient. En fait, la famille, ne vous éprouillez pas souvent sur les mots. Hein. Donc, les valves, là, c'est imaginez un peu le cœur, placez le cœur debout. Prenez maintenant une croix, la croix sur laquelle le Messie est mort, là. Prenez la croix, la posée sur le cœur. Vous venez de séparer le cœur en 4 chambres, n'est-ce pas? 2 petites chambres en haut et 2 grandes chambres en bas, n'est-ce pas? Alors, la petite chambre en haut à gauche s'appelle oreillette gauche. Et ce qui est sous elle, là, la longue chambre, c'est la ventricule gauche. La petite chambre à droite, c'est l'oreillette droite. Et ce qui est sous elle, c'est la ventricule droite. Vous comprenez? Et maintenant, l'oreillette gauche et la ventricule gauche communiquent à travers un petit trou. Donc, c'est par ce trou-là que le sang est pompé. Et quand le sang passe de l'autre côté, pour empêcher qu'elle revienne dans le sens inverse, il y a des valves qui se ferment, un peu comme des portes, ça se ferme, vous. Quand le truc est vidé de l'autre côté, quand l'autre chambre est vide, elle s'ouvre encore pour encore accueillir le sang et elle referme encore. Vous comprenez, non? Et ces petites valves-là, dans ces valves-là, du côté gauche, il y a 2 valves. Un peu, imaginez 2 pièces de monnaie. 2 pièces de monnaie, quand le sang passe, ça se croise là pour fermer la porte. Et du côté droit, l'oreillette droite et la ventricule droite communiquent aussi par un petit trou. Mais du côté droit, maintenant, c'est 3 valves, donc 3 pièces de 100 francs. Elles se ferment pour empêcher le retour du sang. Vous comprenez? Donc, c'est l'une des pièces là qui avait un problème et il fallait la changer. Vous comprenez, non?
Alors, c'était ça l'opération. Pendant qu'ils terminent l'opération, tout va super bien, ils veulent déjà fermer, mais ils n'arrivent pas à arrêter le saignement. Ils font tout et tout. Ils sortent toute leur magie chirurgicale là. Ils ont tout fait, toutes les acrobaties possibles. Ils n'arrivaient pas à arrêter le saignement. À un moment, ils se sont dit, bon, on va seulement abandonner. Mais c'était très difficile pour eux parce que les médecins, généralement, le challenge, c'est sauver le plus de monde possible. Donc, quand tu n'y arrives pas, ça t'empêche de dormir, je vous assure, ça t'empêche de dormir. Parce que tu ne fais que te demander, mais qu'est-ce que j'aurais dû faire? Qu'est-ce que j'aurais encore? Peut-être que je devais faire, peut-être que. Donc, ils étaient déjà là, ils se disaient que bon, on arrête tout, il faut le déconnecter des appareils et tout ça. Mais à un moment, ils se sont tous arrêtés, ils ont commencé à se regarder. Et la famille se regardait, pourquoi? Parce que tous avaient senti la présence d'un être étrange, d'une entité parmi eux. Une puissante entité était parmi eux. Une puissante entité invisible. Ils sont là, ils se regardent, ils regardent l'anesthésiste, ils regardent son bras droit, ils regardent, tous se regardaient là, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Mais personne, ils disent que, ils ne savent pas pourquoi, mais personne n'arrivait plus à parler, à prononcer un mot. Ils se regardaient seulement comme ça avec les yeux que, hey, attends, tu sens ce que je sens? L'autre te regarde aussi en disant que, hey, je sens, mais ils regardent autour de lui, ils sont en train de regarder autour d'eux, mais il n'y a personne, mais ils sentent une présence puissante. Subitement, quand ils regardent, le sang a arrêté de couler. Le patient ne saigne plus. Le patient ne saigne plus. Les gars sont restés comme ça. Rapidement, ils ont continué l'opération, ils ont terminé, ils ont fermé. Pendant des jours, chaque fois qu'ils se rencontraient, ils se disaient que, mais attendez, mais je n'étais pas fou, n'est-ce pas? Je ne suis pas le seul à avoir senti, tout le monde se dit que non, il y avait quelque chose là-bas. Et effectivement, quand l'autre médecin qui parlait avec lui demande que, mais et qu'est-ce que tu crois que cette présence-là était? Il dit seulement que franchement, je crois que pour ceux qui sont croyants là, ça devait être la présence de Dieu, ou c'est Jésus, ou je ne sais pas qui c'était, mais il y avait une présence là-bas qui est venue nous aider pendant l'opération. Dans la famille, priez toujours et remettons-nous entre les mains de Dieu. Vous avez compris, et c'est vers lui qu'elle sera notre retour. Allez, passez une bonne journée. Salam alaikum. Et s'il vous plaît, bonne fête à tous ceux qui fêtent Noël, bonne année et tout ça, d'accord? Moi, je ne fête pas de Noël, bonne année et tout ça, mais bon, je vous dis bonne fête à vous. Bye. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la troisième histoire. En fait, une fois de plus, bonjour à vous. Merci de me permettre de partager mon histoire avec vos différents abonnés en quête non seulement de conseils, mais également en fait, j'espère également que mon histoire soit une façon de sensibiliser également les différents abonnés dans le fait d'essayer un peu de comprendre, d'interpréter certaines réactions du corps. Voilà, je vais dire ça comme ça. Mais cela ne veut pas dire que c'est... Voilà. En fait, l'histoire se passe pendant les grandes vacances. Je venais de perdre mon grand-père et automatiquement, il fallait que je fasse le voyage. Bon, à cette époque-là, j'étais encore dans la ville de Douala. Il fallait que je fasse le voyage quittant de Douala pour aller au village pour les obsèques du grand-père. Bon, cependant, bref, les obsèques sont arrivées. Je n'avais pas encore... Bref, on n'avait pas encore fait la SN du second semestre. Donc, on programme les obsèques. Et la semaine qui suivait, il était question pour moi de remonter sur Douala, histoire d'aller composer. Voilà, faire la SN. Bon, le truc c'est que à la base, on dit souvent ça comment, j'ai le mal de transport. Le mal de transport, genre, quand je voyage, je suis dans un bus. Lorsque les espaces sont fermés, toutes les vitres, toutes les fenêtres sont fermées là, et plus la chaleur, donc ça me donne envie de vomir. Bon, pendant les vacances, lorsque tout ça s'est passé, j'expliquais mon problème aux membres de ma famille. Certains m'avaient parlé, d'autres disaient il faut souvent manger le bitacola quand tu es en train de voyager. Mais je me suis rendu compte qu'en mangeant le bitacola, ça ne se calmait pas. Donc ce jour-là, lorsque j'ai décidé de prendre le bus pour quitter le village, pour remonter sur Douala,
j'ai eu à causer avec mon père. C'est lui qui était même parti m'accompagner jusqu'à l'agence. Il m'accompagne jusqu'à l'agence. Il me conseille, il me dit, concernant ton problème de vomi dans le bus, dans les bus, je te conseillerais de souvent prendre le clou de girofle, souvent mâcher le clou de girofle. Donc, quand il me dit comme ça, heureusement, dans les agences, nous voyons souvent des enfants qui vendent, ils vendent beaucoup de produits et tout et tout. Donc, heureusement pour moi, il y avait le clou de girofle. J'ai pris ça en grande quantité. Voilà, j'ai pris ça en grande quantité parce que je devais faire un voyage aller et retour dans un laps de temps. Donc, dès que je finissais de composer, je devais retourner encore au village parce que les choses à faire là-bas n'étaient pas encore terminées. Donc, quand je prends le clou de girofle, il était question pour nous que le bus quitte le village à 20 heures. Donc, c'était du genre 20 heures. On quitte à 20 heures pour arriver au petit matin, au plus tard à 8 heures sur Douala. Bon, le truc alors, c'est que lorsque je m'assois dans la salle d'attente, normalement, parce que quand vous arrivez, j'étais arrivée à 19h30, il était question pour moi d'attendre 20 heures l'heure de départ. Bon, je me suis assise à la salle d'attente. Je n'étais pas la seule, il y avait beaucoup de gens. On s'assoit là. Bref, certains visionnaient, d'autres étaient dans leur téléphone, d'autres causaient, tapaient les divers. Bon, moi, personnellement, j'étais assise, je surfais. Voilà, je surfais avec mon téléphone. Un temps de mouvement, je suis sortie de la maison, j'étais bien portante. J'étais bien portante. Et puis, je suis assise un temps de mouvement, mon corps a changé. Je vous assure. Je ne sais pas si tout le monde ressent souvent ça. Mais moi, personnellement, quand mon corps change de manière brutale comme ça, je ressentais une de ces fatigues. En fait, ça n'allait pas. J'avais l'impression que la maladie n'est pas loin, comme si la maladie n'était pas loin, comme s'il y a un truc qui se préparait, comme si quelque chose n'allait pas. Et personnellement, la plupart des temps, quand ça me fait comme ça, je dois en parler, voilà. J'en parle, je dis soit à ma mère, soit à ma grand-mère quand elle était encore en vie. Je dis à ma mère que voilà, voilà. Quand je sens que mon corps a changé drastiquement comme ça, dans mon sac, parce que j'avais un sac de voyage et un sac à main. Donc, dans mon sac à main, quand j'étais arrivée au village, j'ai trouvé une de mes tantes avait oublié son Nouveau Testament, sa Bible. Bon, c'est vrai, le Nouveau Testament en question n'était pas très petit comme ceux qu'on voit régulièrement. Bon, c'était un grand Nouveau Testament, seulement c'était traduit en plusieurs langues. Comme elle a fait allemand, c'était traduit en français, en anglais et en allemand. Donc, j'avais mis ça dans mon sac à main. Quand je sens que mon corps a changé comme ça, je ne comprenais pas ce qui n'allait pas. Bref, je fais sortir le Nouveau Testament de mon sac, je commence à lire. J'ai commencé à lire la version française parce qu'en anglais, je me bats juste, je ne comprends pas très bien. Bon, en fait, quand je lis, j'avais toujours comme si c'était, je sais pas, vous voyez un peu, quand votre corps est rempli de chair de poule, c'est comme si vous vous trouviez dans un lieu hostile, dans un lieu où les énergies ne sont pas très, voilà. Malgré que j'ai lu ma Bible, j'ai fait ma prière, comme j'ai toujours mes cantiques dans mon téléphone version numérique, j'ai chanté et tout et tout. Même jusque-là, bon, étant donné que nous avons un groupe de famille, le groupe de famille, voilà. J'ai écrit dans le groupe de famille, je leur ai dit, je suis sortie de la maison. Quand je sortais de la maison, je me sentais bien. Je suis arrivée à l'agence, voilà, mon corps a changé drastiquement. Je ne sais pas ce qui se passe, mais mettez-nous en prière. Mettez-nous en prière. J'ai l'impression qu'ils n'avaient même pas vu les messages parce que au village, un peu le réseau dérangeait. Voilà. Ce qui fait donc que lorsque le temps passe, le bus a démarré. Bref, quand le bus démarre, il y a d'abord deux femmes, deux dames, elles étaient avec nous, elles étaient dans le bus, elles avaient des bébés en main, elles ont commencé avec des chamailles et tout, et tout, et tout, et tout. Bref, les problèmes là, en fait, ça me dérangeait. Plus cet effroi que je ressentais depuis un bon bout de temps. On a continué de voyager, j'ai mâché le clou de girofle, toutes les sensations que je ressentais, que ce soit l'effroi, la peur et tout ça, ça s'est calmé. Ça s'est calmé, c'était comme si, voilà, il n'y avait plus rien, tout allait déjà bien. Donc, au courant du voyage, on venait de sortir de la ville de Yaoundé. Donc maintenant, on ancrait déjà dans Douala.
À un certain moment donné, il était minuit, net, minuit pile. À minuit pile, que comment dire, il y avait, bon, nous on montait sur Douala et il y avait un camion qui quittait Douala pour monter sur Yaoundé. Donc, net à minuit pile. Apparemment, le chauffeur du camion, il a, comment dire, je vais dire ça comment, il a somnolé. Voilà, il a un peu somnolé et directement, il a laissé sa route pour venir nous bousculer. Le bus a fait les tonneaux, toutes les vitres se sont cassées et tout et tout. J'étais, en fait, j'étais dépassée, j'étais sidérée. Mais par la grâce de Dieu, nous sommes tous sortis de là, sains et saufs. C'est là où j'ai compris que, en fait, quand ton corps, prenons un peu un exemple, tu décides de partir quelque part, mais ton corps te lance des alertes. Ton corps te dit ici, là, ça ne va pas. La plupart des temps, c'est souvent si tu vois que tu ne peux pas rester sans y aller, mieux tu mets ça en prière. Si tu vois que c'est quelque chose que ça peut attendre, donc tu laisses simplement. Donc c'était un peu mon histoire. Et quand ça s'est passé comme ça, le bus a fait les tonneaux pendant près de 5 minutes comme ça. Quand le bus finit, quand on a réussi à stabiliser le bus, je suis descendue de là, j'ai écrit dans le groupe qu'on vient de faire l'accident. On vient de faire l'accident, mais par la grâce de Dieu, tout s'est bien. Bref, il n'y a eu aucun blessé, rien, 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 rien. Donc, c'était un peu ça mon histoire. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 4e histoire. Bonsoir DMG, j'espère que vous allez bien. Merci pour l'opportunité que vous donnez à chacun de nous de pouvoir raconter nos histoires pour pouvoir édifier les autres frères et sœurs. Je m'appelle Cassidy, je suis gabonaise. J'ai grandi au Gabon et mon histoire est vraiment bizarre parce que j'ai vécu quelque chose qui m'amène aujourd'hui à dire aux parents de surveiller leurs enfants, de veiller sur eux du bas âge jusqu'à ce qu'ils grandissent, jusqu'à ce qu'ils soient conscients de ce qu'ils font. Quand je suis née sous une apparence de mort. Donc, dans les papiers, c'était déjà écrit enfant né mort. Mais par les miracles de Dieu, ma mère c'est une chrétienne, j'ai eu la vie, mais ma peau avait la couleur de la terre. Donc, il fallait me mettre en couveuse. C'était vraiment bizarre. J'ai grandi comme ça et les gens me regardaient, m'appelaient toujours, me donnaient des noms bizarres. D'autres m'appelaient arc-en-ciel parce que mon visage avait 3 couleurs. Des joues, une couleur, sous les yeux, une couleur, autour, une couleur. Donc, on m'appelait arc-en-ciel. Je me sentais très mal, j'étais triste, j'étais encore toute petite. Ma petite sœur est née, notre mère, elle allait vivre chez notre grand-mère, chez sa mère. On a grandi là-bas. Quand la nuit tombe, je commençais à voir des choses bizarres dans la maison. Je criais souvent, tout le temps je criais la nuit. Et on me disait toujours que toi tu vois quoi? Tu vois quoi? Ici il n'y a pas de sorcellerie, hein? Tu vois quoi? Je me taisais. Je ne pouvais pas dire ce que je voyais, mais je voyais des ombres sous la porte, des personnes qui essayaient en fait, comme une ombre qui essayait de rentrer dans la chambre là où on dormait avec notre mère. Et à 9 ans, j'étais entre la vie et la mort parce que j'étais victime d'un empoisonnement. Ma mamie m'avait déjà mis du poison dans un bol d'arachide. Elle m'a appelé, elle m'a dit de manger. J'ai mangé l'arachide, je ne pouvais pas refuser, j'étais encore petite, je ne savais pas ce qui se passe. Donc quand j'ai mangé, j'ai commencé à avoir une diarrhée vomissement, j'ai vomi. C'est que j'ai vomi comme jamais je n'ai vomi. Je vomissais à tout moment, et je ne savais pas la cause de tout ça. Je faisais des diarrhées répétitives, je ne mangeais plus. Boire de l'eau, c'était devenu compliqué.
Quand ma mère a vu ça, elle a dit que non, ça c'est pas normal. Elle m'a soulevée. On a indiqué qu'il y a une prophétesse quelque part. On est allé là-bas. Quand nous sommes partis, la prophétesse lui a dit, ta maman est bizarre. Ta maman pratique les œuvres des ténèbres. Il ne faut plus amener tes enfants là-bas. Il faut les garder à distance. Parce que la petite là, si vous ne faites rien, demain, elle sera sous terre. Et moi-même, j'étais présente, j'entendais toutes ces prophéties-là. Et j'avais vraiment peur. Je disais que donc je vais mourir, donc je vais mourir. J'étais vraiment en train de me poser des questions. C'est comme ça qu'on a entamé une séance de prière. On a prié. Ma mère était vraiment désespérée. On est rentré à la maison. Quand on rentre à la maison, ma grand-mère a envoyé 500 avec, je me suis c'était un pagne. Le nom c'est mon Dina, comme je porte son nom. Et ma mère a dit non, tu ne vas pas prendre cet argent. Elle a brûlé l'argent en question. Même le pagne en question, je pense qu'on avait jeté. Je suis restée là. Ma mère a dit non, Seigneur, si tu sauves ma fille, si tu la sauves, elle va te servir. J'ai été sauvée par Dieu parce que j'ai retrouvé la vie. À la veille même de ma mort, le Seigneur a fait un miracle. Je me suis levée. J'ai commencé à lui demander, maman, je vais manger, je vais manger. J'ai pris. Elle m'a fait, je pense, un bouillon de sardines. C'est ce que j'avais mangé ce jour-là, jusqu'à ce que j'ai repris des forces normalement. Après ces événements, d'autres choses étranges vont commencer à se dérouler de ma vie. J'ai eu à faire un rêve où je me suis vue dans une grande cérémonie. Une marmite était au feu. Et c'était moi qui étais au milieu, avec beaucoup de femmes autour qui dansaient et tout ça. Et on était en train de me consacrer maléfiquement, sous le regard de ma grand-mère qui était assise sur une chaise vraiment élevée, comme un commandant, quoi, comme une reine et tout ça. Je me suis réveillée, j'ai négligé ça. J'ai pris cette vision, j'ai gardé ça dans ma tête, j'ai grandi avec ça, que j'avais vu, mais je n'ai rien dit à ma mère parce que pour moi, ça n'avait pas de sens en fait. Je ne vois pas pourquoi je vais accorder de l'importance à cela. Et en grandissant, je suis allée en 6e. Arrivant en classe de 5e, j'ai rencontré des filles au lycée. On a commencé à regarder des films porno dans les téléphones. C'était maintenant les sites qu'on partait, on télécharge, on regarde. C'était devenu une addiction. À chaque fois, je ne pouvais pas m'empêcher de regarder ça. Mais quelque chose en moi me retenait d'aller commettre les actes que je voyais à l'intérieur des vidéos. Arrivant en classe de 3e, toujours avec la même addiction, j'ai parté même à l'église, mais je ne connaissais pas Dieu. J'accompagnais mon père parce que mon père était responsable à l'église. Donc, si papa part à l'église, les enfants vont à l'église. Donc, ne vous dites pas que parce que vous êtes chrétien, vos enfants, quand ils vont à l'église avec vous, ils sont chrétiens. C'est faux. Des fois, on a une double vie, vous ne connaissez pas. Alors, je suis allée en classe de 3e. Arrivant en classe de 3e, je commence à voir quelqu'un dans mes rêves. Depuis la 4e, d'abord, ça a commencé. Je l'ai vu. Un jeune homme métis, très beau, mais vraiment d'une beauté incroyable. Presque, comment on peut dire, une beauté presque inexistante, mais je voyais vraiment qu'il était là. Il est venu avec une guitare, il a commencé à jouer de la musique. Il faisait nuit, j'étais à la fenêtre de ma chambre et ça, tout ça se passe, je suis dans un rêve. Je me réveille, je me dis, bon, c'est sûr que ce sont les films que j'ai regardés la journée. Peut-être que voilà, mon esprit a généré quelque chose et tout. Après, ça continue. Ça continue. Je commence à rêver constamment de ce type-là. Je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu, mais il était toujours avec moi. Alors, il venait me chercher. On partait dans les balades. Il venait me chercher, on partait à la plage. Non, il me parlait avec une telle douceur, il était vraiment romantique. Et je n'avais que 15 ans, j'étais en 3e. Je me disais, waouh, vraiment, j'espère que ce type-là existe parce qu'en grandissant, il faut que je me marie avec lui. Et j'allais même sur Facebook chercher
un peu pour voir s'il n'y a pas le genre de personne là sur Internet. Peut-être que c'est un gars qui existe dans un autre pays. Et puis voilà, je rêve de mon âme sœur. C'est ce que je me disais en fait. Je sais que je me disais sans savoir que la vérité derrière ça était très sombre. Donc déjà en troisième, j'ai arrêté de regarder la pornographie. J'étais concentrée sur mon examen et sur autre chose. Donc ma tête n'était plus trop à l'intérieur. Et le gars en question venait à chaque fois dans mes rêves. Malgré que j'avais une relation au lycée avec il y avait un garçon qui faisait des avances, mais j'ai accepté, mais notre relation se limitait seulement à se rencontrer au lycée, c'est tout. Malgré la relation, je pensais toujours à ce gars que je voyais dans mes rêves. Je me disais, mais attends, lui c'est même qui? Mais pourquoi il vient toujours me chercher? Une nuit, il est venu me chercher. Je me suis retrouvée vêtue d'une très belle robe. Nous sommes allés dans une fête. C'était comme, je sais pas, une soirée. On y est allé. Les gens étaient en train de... Il y avait des gens qui chantaient, d'autres dansaient. C'était des slow. Il m'a demandé si je veux danser. J'ai accepté. On a dansé. Et cette nuit-là, je vous assure, je suis vraiment tombée amoureuse d'une personne que je n'avais jamais vue. Je ne sais pas s'il existe. Je ne le savais pas. Et un autre jour encore, il est venu me chercher. Il m'a dit, on va aller à la plage, on va se balader. Il m'a donné son téléphone, attrape, on est parti. Quand on est parti, on parlait un peu, on racontait, on blaguait, on jouait. Quand je me retourne, je regarde la plage, toute l'eau a séché. Je me suis dit, mais attends, comment l'eau de la mer va sécher? Qu'est-ce qui se passe? J'ai commencé à paniquer. C'est là, je l'ai appelé comme dans ma tête, je lui ai donné un prénom, je l'ai appelé. Il est venu, mais qu'est-ce qu'il est là? Je lui ai dit, non, mais regarde ce qui se passe. Il me dit, non, de ne pas paniquer, de rester tranquille. J'ai voulu fuir, donc je suis passée par une grotte. Quand je rentre dans la grotte, j'ai trouvé une femme très en colère. Elle est habillée en rouge, elle avait des très longs cheveux. Et là, quand elle se présente à moi, je l'ai regardée. Quelque chose en moi m'a dit, c'est une sirène. Parce que dans les rêves, je ne sais pas, on a souvent une intelligence qui nous indique des choses. Donc, j'ai dit non, ça c'est une sirène. Je suis allée vers elle. Elle me menace, elle me dit que je ne sais pas pourquoi tu sors avec mon fils, mais arrête. Je ne veux pas de votre relation. Elle prend le poisson qu'on appelle anguille. Elle m'a frappé au pied et quand je me suis réveillée, j'avais mal au pied. J'avais très mal au pied et j'étais vraiment traumatisée. Je disais, mais attends, donc ce que je suis en train de vivre dans les rêves, là, c'est pas seulement des rêves. Apparemment, c'est quelque chose de réel. Je suis allée dans une église d'abord où j'ai commencé à prier. Ça n'allait pas. Il venait toujours dans mes rêves. Je ne pouvais pas lui échapper. Déjà, je me sentais moi-même attachée à lui. Et un jour, je devais aller à mon église habituelle parce qu'en classe de troisième, j'ai commencé à aller à l'église vraiment de bon cœur. Je disais, je vais apprendre à connaître le Seigneur. J'ai tout abandonné. J'ai rompu avec le petit ami que j'avais au lycée. J'ai pris mon baptême. Je suis allée à l'église. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à servir Dieu. J'ai évangélisé les gens. J'étais vraiment là, je priais pour les âmes. J'étais vraiment très, très plongée dans le Seigneur. Mais il y avait ce détail-là qui ne quittait pas ma vie. Ce gars qui était toujours là dans mes rêves. Et un soir, il est venu. Il a couché avec moi. Il a couché avec moi et je me suis réveillée, je me suis sentie dégueulasse. Mais vraiment, excusez-moi du terme, je me suis sentie très sale parce que j'étais déjà chrétienne. Et j'étais en train de me poser la question, mais pourquoi ça m'arrive? Je me lamentais beaucoup. Et un jour, j'étais en retard à l'église, c'était un dimanche. Il y avait une petite église à côté de la maison. J'ai dit, je ne pars pas là-bas. Ma mère me dit, pars. Je dis, non, maman, je ne veux pas aller là-bas. C'est une petite église. Moi, je n'aime pas les églises qui poussent comme des champignons. Là, je n'aime pas. Je suis partie. Quand même, je suis allée.
J'assistais au culte, mais pas jusqu'à la fin. Parce que dans mon cœur, j'avais des préjugés. Ah, je suis où? Oh, c'est quelle église? C'est quel pasteur même? Regarde même les chantres là, comme elles sont. Ah, et moi, j'étais une personne avec beaucoup de préjugés. Je ne me sentais qu'à l'aise. Et là, mon esprit a convenu. Je suis partie avant la fin. Et le pasteur m'a rappelé, il m'a donné rendez-vous, je suis partie. Il m'a dit, mais il faut que tu acceptes le Seigneur dans ta vie. J'ai dit, j'ai déjà accepté Jésus, je suis déjà baptisée. Il m'a dit que non, ma fille. Il a accepté Jésus et accepté. Tu peux prendre le baptême, tu peux tout faire, mais tu n'as pas vraiment une alliance avec Dieu. Il faut tisser l'alliance avec Dieu. On a prié. Ce jour-là, il m'a dit que tu as un masque sur ton visage, un masque de vieillesse. Et ce masque-là fait en sorte que les gens te fuient, les gens te rejettent. Et je dis que c'est vrai. C'est vrai parce que j'ai eu des relations juste après. C'est-à-dire que on entamait des, comment il faut dire ça, des propositions de mariage, mais qui n'aboutissaient pas, excusez-moi, ça n'aboutissait pas. Ça commence, on casse, il part, il épouse une autre personne. Ça commence, on casse, il s'en va. Et chaque fois, je me demandais, mais j'ai quoi, Seigneur? Les autres sœurs se marient, les autres sont bien. Pourquoi moi, il y a toujours ce blocage-là? Qu'est-ce qui ne va pas? Donc, l'esprit en question, qui est en train de rejeter toutes les grâces qui étaient dans ma vie, il était devenu une obsession dans ma vie qu'il faut que je le rencontre, que je le vois physiquement. Mais heureusement, Dieu, sachant faire ces choses, cela n'est pas arrivé. Mais la suite de l'histoire est encore un peu plus bizarre. Je vais dans cette église, je rentre dans un travail d'abord du jeûne de prière, délivrance. On prie, on prie. L'esprit en question se manifeste, qui ne va pas me laisser. Il ne me laisse pas. Et il ne m'a pas laissé du tout. Parce que, vous savez, quand c'est pas le temps de Dieu, hein, ah là, la souffrance va d'abord être là dans ta vie. J'étais vraiment terrorisée par cet esprit parce qu'il commençait à voir, à me montrer maintenant un autre visage, une autre facette de lui. Et un jour, le Seigneur me visite, il me dit, il faut changer de vêtements, change de vêtements. Je dis que, je change de vêtements, comment? J'ai raconté ce rêve à la femme de mon pasteur, elle a interprété parce qu'elle a un don pour ça. Elle m'a dit que voici ce que ça veut dire. Tu dois jeûner, tu dois faire un travail pour changer des vêtements spirituels. J'ai fait un jeûne de 3 jours sans manger, sans boire. Je restais à l'église et je passais le temps à prier, à lire la Bible, prier, lire la Bible. Le 3e jour à 14h, je suis allée dormir. J'étais fatiguée. Je disais que bientôt je vais couper le jeûne et tout ça. On est au dernier jour. L'esprit en question vient. Il vient d'abord. C'est qu'il me montre d'abord son apparence, sa belle apparence avec laquelle il vient souvent. Après, il se transforme, il devient tout noir. Vraiment plus noir que le charbon. Même le visage, je ne le voyais plus. Il était noir. Il s'est agrippé à mon dos. Il a dit, je ne te lâche pas. Je ne te lâche pas. Je disais que lâche-moi, lâche-moi. On a vraiment eu une bagarre. C'était presque physique. Parce que après, quand j'ai crié au nom de Jésus, je me suis levée du lit, j'ai fui la chambre là où j'étais. Je suis allée au salon, j'ai respiré vraiment le chien, genre que, mais qu'est-ce qui m'arrive et tout ça. Et le Seigneur a permis que je puisse être délivrée de cet esprit qui est rentré non seulement par la consécration magnifique, mais j'ai ouvert une porte moi-même à cause de la pornographie. Je vous invite à faire attention. Gardez vos enfants. N'envoyez pas vos enfants n'importe où, même si ce sont vos parents. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 5e histoire. Bonjour DMG, tu m'as mis à l'aise au fait. Tu m'as mis à l'aise, merci beaucoup, parce que j'en ai des tas d'histoires et d'autres par rapport au vécu et aux conseils par rapport aux histoires que les frères et les sœurs racontent et d'autres mon propre vécu par exemple. Donc je vais aller sur un qui me tient à cœur particulièrement. Ça s'est fait l'année dernière. Alors, je suis à ma deuxième histoire que je vais raconter. Merci pour ceux qui vont écouter. Je vous remercie beaucoup. Alors, je me surnomme
pendant plusieurs années, je me suis surnommée l'ange de Dieu. Donc, je vais essayer de raconter des histoires. Alors, celle-là, elle date de l'année dernière. Donc, je suis dans un pays occidental, donc c'était en été. Je travaillais et je finissais mon travail vers 13h, 14h. 14h. Et je me suis dit que je rentrais au supermarché, je vais aller faire mes courses et je vais rentrer à la maison. Et donc, en passant par le supermarché, je vais prendre 2-3 trucs pour ma fille. Et en sortant de là, mon cœur me dit, prie, pendant que je pose mes courses par terre et arranger le sac que j'avais en main et prendre mes paquets pour être dans une bonne position et aller prendre mon bus. Et à ce moment-là, mon cœur me dit, prie. Et j'écoute directement le Saint-Esprit qui me parle et je me mets à prier. Je me mets à prier sans me poser des questions. Pourquoi je vais prier? Pourquoi non? C'est instinctif et je me lance. Je prends mes paquets. J'avais 2 paquets et je sors du centre commercial. Je me dirige vers le petit chemin qui me ramène à prendre mon bus pour rentrer chez moi. Et quelque chose me dit de me retourner. Je me retourne, je vois une dame que je ne connais pas, ni d'Adam ni d'Ève, qui avait dès que je l'ai vue, dès que je me suis retournée, j'ai eu mon cœur qui a commencé à battre directement la chamade et ça m'a dressé les cheveux du derrière. J'ai commencé à intercéder à l'intérieur de moi. Et la dame, je vais la regarder, elle était courte. Excusez-moi pour ceux qui vont croire que j'indexe une nationalité particulière, non. Alors, c'était une dame camerounaise et moi, je ne suis pas camerounaise. Et donc, du coup, je vais la regarder, mais elle avait une apparence normale, je vais dire comme ça, mais ses yeux étaient tellement perçants que la partie des yeux blonds, il y avait plein de veines, comme si c'était quelqu'un qui n'avait pas dormi pendant des lustres. Un regard perçant. Et elle va me dire qu'elle avait faim, elle avait envie de manger. Je lui ai dit, madame, j'aurais vraiment aimé vous rendre service, mais j'ai pas d'argent ou ni de pièces à vous donner. Et là, vous voyez, j'ai acheté juste du surgelé et quelques fruits pour ma fille. Elle me dit, mais je peux aussi, vous pouvez me donner. J'ai dit, mais non, je ne peux pas vous donner déjà ça. Et tout. Et j'ai commencé à prendre le pas, accélérer les pas et partir. Je rentre à la maison, je pose mes courses, je prie. Normal, je prends ma douche, le lendemain, je pars au boulot. Mais j'ai eu une de ces migraines arrivée au travail. Mais une de ces migraines, mais je n'ai jamais eu un mal de tête aussi intense que ce jour-là, le lendemain du jour où j'ai croisé la dame. J'ai eu un mot de tête au point où, comme moi je travaille dans les administrations, donc il y a les agents de sécurité qui sont devant. Et il y a un qui était là qui me dit, prends, touche ta tête, je vais prier à distance. Je l'écoutais même pas tellement que j'avais mal. C'est comme si on m'avait cogné la tête. J'ai appelé ma fille, j'ai dit, tu appelles un taxi, je vais rentrer. Parce que je sens que ça ne va pas aller. Je prends le taxi. Le monsieur du taxi me dit, je vous ramène à l'hôpital. J'ai dit, non, je vais rentrer à la maison directement. Le monsieur qu'on avait appelé pour le taxi Uber, il me dit, madame, ce que vous avez, c'est pas normal. J'ai dit, monsieur, je sais, mais il faut que je rentre à la maison. Ne me ramenez pas à l'hôpital. Si vous me ramenez à l'hôpital, ça va être grave. Je vais rentrer à la maison. J'arrive à la maison, j'ouvre la porte, je commence à vomir directement. Mais vomir comme si j'avais une maladie et les vomissements étaient jaunes, ça sentait mauvais. J'ai vomi pendant au moins 10 minutes. Ça m'a épuisé, mais les maux de tête étaient tellement intenses. Je viens. Malgré la douleur, j'avais des larmes, j'avais la morphe qui sortait du nez. Mais j'ai continué à prier. Et je me suis allongée sur le lit.
Je ne sais pas pendant combien de temps je me suis assoupie. Quand je me suis réveillée, j'ai pris ma douche et j'ai compris que l'attaque venait de cette dame-là. Je ne sais pas quelle leçon je peux tirer de ça. Mais tout ce que je peux dire, c'est que soyons toujours dans la prière et non dans la distraction. Aujourd'hui, aider les gens, c'est pas mauvais, mais quand on veut même aider, demandons à Dieu. Dieu parle, Dieu répond. Demandons à Dieu si nous pouvons faire les actes que nous pensons être bons. Personnellement, je me dis que j'ai eu peut-être de la chance parce que je ne connais pas qu'est-ce que cette femme voulait exactement. Elle était apparue d'où, je ne sais pas. Et si le Saint-Esprit ne m'avait pas mis à cœur de... Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 6e histoire. YouTube, il y a DMG Productions. Là, on poste tous les lundis, on poste un film. Tous les lundis, il y a un nouveau film à 17h00. Les films, c'est les histoires qu'on réalise aussi. Tous les lundis, la chaîne, c'est DMG Productions. Bonjour DMG TV, bonjour à la famille DMG TV. Plus de bénédictions sur nous tous, la famille. Partageons, likons et puis commentons. La famille, je viens ici vous raconter l'histoire d'un jeune ingénieur zimbabwéen. Ses études terminées, ne trouvant pas de boulot dans son pays, décide d'aller tenter sa chance au Botswana. Arrivé au Botswana, on lui parle d'une compagnie, il va, il dépose ses dossiers. Cette compagnie était en fait, elle était spécialisée dans l'offre des employés. Donc, tu déposes tes dossiers et selon la demande, il t'envoie vers une autre compagnie ou pas. Et la zone dans laquelle cette compagnie était installée était en fait une zone industrielle. Donc, il y avait des mines, il y avait des éleveurs, des agriculteurs qui faisaient dans l'élevage et l'agriculture automatisée. Donc, il y avait vraiment la demande de main-d'œuvre. Le gars, alors, voilà que les mois sont en train de passer, la demande surtout chez lui, parce que lui, il était spécialisé dans le dépannage des gros engins. Donc, il allait de ferme à élevage. En tout cas, il était demandé. Un jour, alors, la compagnie l'envoie vers une mine. Cette mine avait un problème avec l'un de ses engins. Arrivé là-bas, le gars dépanne l'engin et il se rend compte, en vérifiant aussi les autres engins, il se rend compte qu'il y avait 2 engins qui allaient dans les futurs très proches avoir des problèmes. En fait, l'un d'eux allait avoir une panne qui allait provoquer la panne sur le deuxième engin. Il parle au patron. Il lui demande certaines pièces. S'il a ces pièces disponibles, il peut aussi dépanner les 2 engins-là. Et le patron avait été vraiment impressionné par son honnêteté, par son travail, et était venu parler directement avec lui. Donc, le patron lui disait, bon, tu vois, si tu travaillais seul, vraiment, tu allais gagner beaucoup. En tout cas, si un jour tu n'es plus avec l'autre compagnie, sois sûr que tu as une place dans ma compagnie. Et le gars ressort alors dans l'agent de la bière, non, pour le remercier vraiment pour son geste, parce qu'il disait que tu aurais pu rentrer et attendre dans 2 semaines, j'allais te ramener ici parce que 2 appareils étaient à terre. Le gars lui donne alors de l'argent et le gars se rend compte, c'est alors là que le jeune homme, et le commentaire que le monsieur fait, emmène le jeune homme à se rendre compte qu'il était exploité d'une façon immonde dans l'autre compagnie. En fait, le problème, c'était quoi la famille? La compagnie, par intervention, donnait 1 million, disons, je ne vais pas dire de rame, je suis en train de faire la conversion, 1 million de francs CFA à sa compagnie, et sa compagnie, elle lui donnait dans les 150 000. Et le monsieur de la mine venait de lui donner 300 000, dont l'argent de bien, merci pour le geste. Quand il arrive dans sa compagnie, bien sûr, il essaie de se maîtriser parce que malheureusement, cette compagnie-là ne l'avait pas encore légalisée. Il n'avait pas encore employé avec contrat. Il était encore en observation. Et en observation, on le payait bien moins que les autres ingénieurs. Mais en plus de ça, son observation qui était supposée durer seulement 1 mois était déjà en train de s'étirer dans les 6-7 mois, 8 mois. Donc, le gars, il arrive là-bas, il demande plutôt à son patron, s'il te plaît, patron, franchement, je ne m'en sors pas, je vais faire comment? Mais même ne me paie pas, parce qu'en plus de ça, c'était surtout sa résidence. La résidence,
le truc d'entrée qu'il avait, le visa d'entrée qui lui avait permis d'entrer au Botswana, avait déjà périmé depuis. Et son patron lui dit non, ne te dérange pas, nos avocats vont régler l'affaire rapidement. Donc le gars était vraiment coincé. Il était vraiment coincé. Mais il a pris et il était toujours là en espérant non, que non, au moins, j'attends au moins ce qu'il me légalise. Et puis après, même si je pars quelque part, j'ai quand même le visa et tout ça. Mais plus le temps passait, plus il se rendait compte que non, les gars là se jouaient de lui. Et était en train de lui donner des salaires de misère. Il allait le garder comme ça. Et en plus, ça, on l'envoyait maintenant presque partout parce que les gens l'appréciaient beaucoup. Un jour, le gars décide de se jeter à l'eau. Il part. Il part, il tombe maintenant dans un grand garage, le grand garage d'un gars nigérien. Malheureusement, quand il arrive là-bas, quelques temps après, il se rend compte qu'il y a un trafic qui se passe là-bas parce qu'il y avait des voitures de luxe qui venaient et qui étaient dépecées dans les 2 heures maximum. Et en partance dans un conteneur en partance pour le Niger. Et chaque fois que la police venait là disant que non, le GPS a montré que la dernière fois que ça a signalé la voiture était dans cette zone-ci, on vient voir si elle n'est pas par ici. Le patron, il se rendait compte que le patron influençait la police. Et c'est comme ça que les policiers partaient. Donc le gars alors s'est dit que si je reste ici, le matassi peut un jour être déposé sur ma tête. Je peux payer pour quelque chose que je ne connais pas. Il est aussi parti de là. Partant de là, alors il passe squatter avec des jeunes Africains aussi. Il y avait aussi un Nigérien parmi. Et un jour, c'est un de ces jeunes Nigériens-là qui, voyant que le gars était désespéré, parce que le gars disait que ses parents avaient pris soin de lui toute leur vie, au moins pour que lui, il ait un bel avenir. Il puisse fonder une famille, avoir un bon boulot, gagner un bon salaire. Voilà que vraiment, il n'arrivait même pas à prendre un appartement seul. Le jeune Nigérien lui dit que, gars, dans mon village, mon frère, je te donne un numéro de téléphone, là, tu pars là-bas, tu vas rentrer multimillionnaire ici. Le gars ne réfléchit même pas comme mon frère. Pourquoi tu restes ici galérer avec nous alors que c'est dans ton village? Pourquoi toi, tu ne peux pas d'abord faire? Tu viens me dire, je vois même, et puis après, je n'ai pas fait. Mais il était désespéré. Il a accepté. Le voilà qui arrive au Nigeria. On aurait pu l'envoyer comme ça en sacrifice, mais le gars s'était jeté, il avait faim. Il arrive au Nigeria, il arrive au village du gars et dit qu'il est tourné. On l'amène chez une vieille maman dans une maison, une belle petite maison. Hein. C'était une maison, il n'a pas vu de crâne, de trucs, des machins, comme on dit souvent dans les shrines là. Non, c'était une belle petite maison, très propre. La maman, il dit que la maison était vraiment très propre. Il était étonné. Et apparemment, elle était la seule parce que le nombre de jours qu'il a fait là-bas, il n'a vu personne d'autre que la maman. La maman, alors quand il entre, il lui dit ce qu'il voulait. La maman lui dit que, est-ce que tu es sûr que tu es prêt? Il dit qu'il est prêt à tout. Elle lui demande que, en tout cas, ici chez moi, tu vas alors devoir payer avec une partie de ton corps. C'est alors là que le gars dit que son cas avait fait boum. Parce que le gars se disait, hey, comment ça? Si les gens me demandent maintenant mon plantain, après on me donne l'argent, ça va me servir à quoi? Les jaguars sont dehors et je ne pourrais rien faire. Comment ça? Il demande à matin que non. Tu sais, je peux donner, mais il y a des endroits que tu sais quand même, il faut que pense à la procréation. La matin dit non, 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 c'est toi qui vas choisir. Ce n'est pas moi, ce n'est pas l'esprit qui va choisir, c'est toi qui nous offrira la partie que tu veux offrir. Il dit que ça a un peu baissé son cœur. Et il s'est demandé seulement que, gars, ça sert à quoi d'être en santé? Tu as 2 pieds, tu as deux mains, tu as la tête, tu as tout, mais tu es pauvre comme un rat d'église. Mieux vaut qu'il soit infirme et il soit riche, non. Donc voilà comment lui. Donc c'était son état de pensée et c'est son état de pensée. Il était arrivé à ce niveau-là, la famille. La femme dit que, ok, tu sais quoi, tu pars d'abord, tu réfléchis, après quand tu es prêt, tu viens. Il dit non, il n'y a pas de. Non, mon matin, ça se règle ici. Je ne suis même plus là pour réfléchir. La dernière fois que j'ai pris mon acte de naissance, je vois à la place du nom du père, je vois famine, je vois à la place du nom de la mère, je vois misère. Je ne suis pas là. C'est ici. Je donne ma main gauche. On fait comment? What is the next step? La femme le regarde. Elle dit que tu sais quoi? Va d'abord, tu réfléchis. Il dit, je n'ai rien à réfléchir, mamie. On continue comment? Je donne ma main gauche. On fait comment? Il dit alors que le lendemain matin, très tôt, la femme lui demande d'aller se coucher. Il dormait chez elle, elle est dans sa maison, elle avait une belle chambre. Il dit que c'était propre, pas possible. Elle donne une belle chambre, là, il dort le lendemain très très tôt avant le lever du soleil. Elle le lève, elle l'amène derrière, il se lave avec des plantes et tout ça. Elle lui donne... il dit qu'à un moment, il n'a même plus trop confiance parce qu'il n'y avait rien qui montrait que c'était un endroit où on faisait les choses comme ça. Elle montre alors, elle lui apporte alors un panier avec les œufs. Elle dit, prends un œuf, tu tiens avec ta main gauche là que tu as donné. Il tient l'œuf. Il dit que c'est un petit œuf, hein? Il tient, il ferme. Elle prend les trucs, des herbes là, elle attache, donc de telle sorte que le truc reste dans sa main. Elle dit, pendant 3 jours, tu vas rester avec.
Ça ne va pas se casser. La famille, il dit que bon, il se disait c'est un jeu d'enfant. Le soir du premier jour, il commence à entendre un peu comme s'il a un paquet de fourmis dans la main qui sont en train de bouger. Il dit petit à petit, puis la sensation devenait de plus en plus désagréable, désagréable. Imaginez un peu, tu as l'impression qu'il y a des trucs qui sont dans ta main, qui sont en train de bouger, là, bouger, bouger. La femme dit, tu ne touches pas, tu restes tranquille. Après, c'était comme si c'était en train d'entrer sous la peau, sous la peau. Et puis après, au moment où ils sont en train de marcher dans toute sa main, donc ça marchait. Et puis après, la famille, son frère a failli se couper quand ça a commencé à monter doucement, doucement, donc sous sa peau en allant vers le coude. C'est là que le gars dit que, hey, pardon, je suis tombé dans quoi comme ça? Moi, je suis venu donner seulement, j'ai dit que je donne seulement ma main haut. C'est quoi que ils sont en train de monter au niveau de l'avant-bras, il arrive au niveau du cou. Je n'ai pas d'em par hasard parce qu'il se disait que, hey, est-ce que les gens ne se m'ont pas trompés comme j'entends souvent là? J'ai donné la main pour qu'est-ce que les trucs sont en train de marcher, ils sont en train de monter au niveau du coude. En tout cas, il s'est dit que si je meurs ici, au moins je suis mort, que moi-même j'ai été bête, non. Mouiller, c'est mouiller, pas de mouiller sec. On va seulement avancer. Et il dit les trucs là marchaient sous la peau, marchaient. Il voulait tellement gratter. La femme a dit que tu ne touches pas, tu restes tranquille. Il buvait seulement des potions. Elle avait des potions qu'elle lui donnait, il buvait. Puis il a senti comment les trucs là ont remarché, sont revenus encore se concentrer dans la paume de main. Il a dit, ah, ok. Donc, ils sont seulement restés là. Le troisième jour, alors, la femme, après avoir fait un autre rituel, la veille et tout ça, elle ouvre le truc, elle lui demande de mettre sa main dans une petite calebasse là et de laisser le feu. Il laisse. Elle ferme, elle dit que c'est avec ça qu'il va rentrer et il faudra que dans sa maison, il ait une petite chambre spéciale. C'est là-bas qu'il fera ses invocations et ses sacrifices. Devant, donc l'œuf restait dans le truc là. Elle avait mis des herbes et des trucs à l'intérieur, elle a bien fermé, elle a dit tu vas voyager avec ça. Le gars dit alors que, et le truc dans sa main, ça va arrêter. C'était juste un peu désagréable. Et il se demandait que, ah, peut-être que je sens les fourmillements là encore dans ma paume de main parce que 3 jours, j'ai dû supporter ça, ou bien, donc c'est peut-être psychologique. Mais malheureusement, maintenant, quand il fait tous les trucs, elle lui dit ce qu'il a fait, il rentre dans... Il est d'abord parti au Zimbabwe parce qu'il ne pouvait pas aller directement encore au Botswana. Il part au Zimbabwe, il fait encore avec ses lasdos, il fait les trucs, il passe encore au Botswana. Et il dit qu'il ne pouvait pas rester au Zimbabwe au cas où ses parents voyaient ce qui se passait avec lui et pouvaient aller chercher aussi, non? On a leur dit ce que leur fils a fait. Donc, il est encore rentré au Botswana. Il entre là-bas, il retrouve ses amis là. Il prend alors un petit studio juste pour lui. Dans un coin, comme la femme avait dit, là, il installe bien son petit temple, la calebasse, il installe. Et puis après, c'est là-bas qu'il avait fait les invocations et il fallait toujours qu'il apprête un poulet vivant, qu'il déplume complètement, vivant. Il pose là. Il termine ses invocations, il sort. Quand il va revenir, il va trouver l'argent à la place du poulet. Et voilà comment le gars a commencé à devenir super riche. Mais quand il avait fait son premier sacrifice là, alors, sa main, les fourmillements l'avaient recommencé. Il dit que c'était pire que ce qui se passait chez la dame. Et maintenant, ça grattait tellement. Il dit que ça avait les bâtons qu'il grattait sa main. Petit à petit, sa main a commencé à pourrir. La peau a commencé à quitter. La chair tombait. Il dit qu'à un moment même, il voyait même ses nerfs. Il voyait les ligaments. Il voyait tout avec les yeux nus comme ça. Il part à l'hôpital. On fait tout. Mais il savait que les gens de l'hôpital n'allaient pas vraiment pouvoir sauver sa main. Il savait qu'il avait vendu. Finalement, les médecins ont coupé sa main au niveau du truc. Et la femme lui avait aussi dit que ça n'allait pas complètement cicatriser. Ça allait cicatriser, mais ça reste encore tendre et rouge là, un style rosé là. Un style rosé, pas la plaie, mais un style rosé là et sensible. Donc, il portait le truc, donc c'était un moignon. C'était un moignon. Alors, la femme lui avait aussi dit que de temps en temps, il fallait qu'il trouve, quand il trouve une jeune fille, il demande de sucer le moignon là. Que plus les jeunes filles suçaient le moignon là, plus sa richesse allait augmenter. Et voilà que le gars a dit que maintenant, il est super riche, son business marche bien. Même quand son magasin ne marche pas trop bien, il a toujours l'argent pour payer ses employés. Il vit super bien. Et il disait qu'il se fiche pas mal de ce que les gens vont dire de lui. Mais mieux vaut vivre infirme et bien riche que de vivre avec ses 2 mains, ses 2 pieds et ne pas vivre dans la misère. En tout cas, ça, c'est ce que lui dit, n'est-ce pas? C'est ce que lui dit. Moi, j'attends seulement un jour qu'on va venir nous raconter que ça a pris son jusqu'au cours de pas. Le fait que les fourmis là montaient là, ça n'est pas facile. Et en plus de ça, elle lui avait dit que l'endroit où il a posé la calebasse, là, il fallait que personne ne voie. Donc, qui sait quel est le piège qu'on lui a aussi tendu de ce côté-là?
En tout cas, en bon entendeur, salut. Allez toujours chercher l'argent à tout prix, à tous les prix. On va venir raconter vos histoires DMG TV. Bye. Merci pour l'histoire. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Laissez vos commentaires. Si par exemple vous avez un commentaire à donner à l'histoire numéro 2, par exemple, vous pouvez écrire H1, voilà ce que je pense, et ainsi de suite. Sachez que tous ceux qui envoient les histoires ici viennent après lire les commentaires. Donc c'est important de dire ce que vous pensez. Si vous avez un message en particulier pour un intervenant. Voilà, donc on se prend demain à 12h00 sur YouTube, sur la chaîne DMG TV. Ciao.